Aujourd'hui, nous allons parler anglais. Si je vous dis Cambridge, Oxford ou Harvard, ces trois noms ont quelque chose en commun. En effet, ce sont des très grandes universités, soit anglaises, soit américaines. Et notre invité du jour a eu l'honneur, l'opportunité de pouvoir côtoyer en fait ces différentes universités. Et aujourd'hui, elle va avec nous partager toutes les informations dont vous aurez besoin si vous aussi vous voulez intégrer ces différentes universités d'excellence, que ce soit depuis l'Afrique ou depuis la France. Ce sera un épisode très très intéressant. Je vous prie vraiment de bien vous installer confortablement. Vous n'allez pas voir le temps passer. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié de la diaspora. Alors, sur cette chaîne, nous donnons la possibilité à différentes personnes vivant à l'étranger afin qu'elles puissent s'exprimer, partager leurs différentes anecdotes, expériences et aussi discuter de différentes thématiques relatives à la vie à l'étranger. Alors, si ces sujets t'intéressent, il te reste 3 choses à faire. Commente la vidéo, partage à ceux qui peuvent être intéressés, mais surtout, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines parutions. En effet, nous sortons chaque semaine, chaque dimanche, 18h, de nouvelles vidéos. Et ce serait dommage de passer à côté des prochaines pépites que nous vous préparons. Alors, bonjour Marie. Bonjour. Voilà, merci déjà d'avoir accepté de participer avec grand plaisir, sur la chaîne. Donc, je vais déjà te laisser le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvrent. Donc, je m'appelle Marie, je suis française, mais j'ai passé, en fait, à partir de une dizaine d'années en France, et après ça, j'ai déménagé au Maroc, où j'étais dans un lycée français, et où j'ai obtenu mon bac là-bas. Et après ça, j'ai décidé de ne pas rentrer en France pour faire mes études, mais de partir à Londres. Donc, j'ai été acceptée à UCL, qui est une école qui, du grand public, est peu connue, surtout en France, en Afrique, mais qui en fait est quand même la 11e mondiale. Et ensuite de ça, à travers UCL, j'ai eu la chance de participer à un concours et je suis arrivée première, ce qui m'a permis de passer de l'autre côté de l'Atlantique et d'aller à Berkeley pour étudier. Donc, et actuellement, j'étudie à l'ESSEC, mais avant ça, mes études principales ont été effectivement en Angleterre et aux États-Unis, dans 2 excellentes universités. Ah, super, ça nous donne déjà l'avant-goût de ce qui nous attend. Donc, on va essayer de rentrer un peu plus en détail, en fait, dans ton parcours, dans ton cheminement, pour atteindre, en fait, ces différentes universités d'excellence. Déjà, tu dis que, en fait, tu étais au Maroc, dans le lycée français et tout. Et est-ce que tu avais toujours eu cet objectif de rejoindre une université anglaise ? Ou alors, comment tu tombes en fait sur l'opportunité ? En fait, pour être extrêmement honnête, ça vient un peu du fait que mes parents étaient en France avant et mon père a fait Harvard. Et en fait, du coup, dans ma famille, il y a toujours eu ça a toujours été un questionnement de est-ce que finalement, vu que ça a été accessible pour mon père, pourquoi moi je ne le ferais pas ? Donc c'est vrai que c'était un peu là, mais c'était plus dans mon cocon familial parce que dans mon lycée français, ils étaient plus en train d'essayer de te préparer à la prépa. Rentre en France, fais ta vie en France, t'as été dans un lycée français, c'est pour rester en France. Donc, et à partir du moment où moi j'avais cette idée-là, je me suis dit, non, en fait, je veux pas abandonner, donc j'ai postulé dans les 2. En me disant qu'au pire, j'allais avoir soit l'Angleterre, soit la France. Et pour être extrêmement honnête, à quoi bon aller en Angleterre et payer extrêmement cher une scolarité si c'est pas pour être dans une des top universités ? Dans ces cas-là, tu rentres en France et tu fais prépa. Donc du coup, du fait que ma famille était un peu en mode c'est accessible et que moi j'étais un peu en mode c'est accessible, mais je ne le veux que si ça a de la valeur ajoutée par rapport à mon expérience en France. Et du coup, dans ces cas-là, mon choix s'est raffiné sur les meilleures universités d'Angleterre. D'accord. Donc UCL, LSE, Oxford, Cambridge, toutes celles-ci. Ok, ça marche. Donc, ce que je comprends bien qui est intéressant, c'est que
dans ton scope en fait d'université anglaise que tu visais, c'était juste le top en fait. Ouais. Et si c'était pas le top, toi ça t'intéressait pas quoi, c'était plus la France. Ouais, mais après c'était le top. Après je dis pas que je visais, voilà, j'ai postulé à Oxford et Cambridge, j'ai pas été prise, c'était normal. Enfin j'ai pas du tout le niveau, j'avais pas du tout le, enfin ils prennent vraiment des gens un peu partout. Mais quand je dis le top, je parle d'universités qui pouvaient aller jusqu'à Bath et Warwick, qui sont des universités qui sont extrêmement bien classées, mondialement, bien plus que la France qui est bizarrement, alors qu'on est assez bon, moins bien classé, qui ont une réputation à l'international, mais qui, c'est vrai, c'est pas extrêmement... maintenant que j'ai vécu et que j'ai connu des gens qui y sont, c'est une super bonne réputation, mais c'est un niveau qui est totalement accessible. Voilà, c'est juste la réputation. Mais du coup, je visais ces écoles-là de par leur réputation, de par le fait que j'ai grandi au Maroc, je parle français, je voulais apprendre à parler anglais, je voulais autre chose, quoi. Mais je voulais pas aller dans une université au fin fond de la pampa d'Angleterre, non. Ça, d'accord. Ok, mais... Déjà, tu dis que tu es française et tu parles français, mais est-ce que en fait la barrière de la langue en fait n'a pas été peut-être un frein dans, je sais pas, tes candidatures dans ces différentes universités? Est-ce que le fait de ne pas forcément être anglais natif, voilà, c'est pas en fait une limite ou un obstacle? Ok, donc je vais segmenter deux choses. La première partie, c'est la partie de la langue. Ne pas avoir un minimum de connaissances en anglais, ne pas savoir à peu près écrire anglais, est un énorme souci. Et en fait, quand tu postules, il y a un minimum de niveau d'anglais demandé qui est exigé. Donc évidemment, la langue est une barrière dans le sens où si tu n'as pas un minimum de connaissances ou tu te débrouilles pas un minimum, tu ne pourras pas y accéder. Après, par contre, ce qui est assez sympathique actuellement, et c'est là où par contre la langue et la citoyenneté, ta nationalité est un énorme avantage quand tu es étranger. Parce qu'en fait, il y a tellement, donc là je vais parler pour le continent africain et européen, il y a tellement de personnes qui postulent depuis le continent asiatique qu'ils sont énormément en recherche de diversité parce qu'ils ont des quotas et que c'est extrêmement important pour eux de varier. Et donc du coup, en fait, actuellement, les Européens, et bizarrement dans le taux de personnes qui demandent à entrer dans ces écoles-là, il y a pas mal d'Européens, mais en termes d'Africains, il y en a beaucoup moins. Donc quand tu demandes à y aller arrivant de Côte d'Ivoire, Maroc et tout ça, en général, t'es favorisé de par ton ethnicité, ce qui est clairement de la discrimination positive, mais au bout d'un moment, faut jouer avec aussi. Donc ta nationalité, étant française, je pense que ça m'a pas forcément aidé d'être française. Par contre, française au Maroc, je pense que ça a été quelque chose qui a réellement fait une différence dans le sens où eux, ils se sont dit, elle est différente. Elle n'est pas juste française. Ah, super. Donc, si je comprends bien, la nationalité, lorsque ce sont des nationalités, on va dire entre guillemets exotiques, des pays en fait qui ne sont pas suffisamment représentés, il y a un avantage à fait lorsque tu postules. Ah oui, complètement. Bon, c'est bon à savoir, ça veut dire qu'une personne en fait qui est, même s'il est dans un pays francophone, qui parle français, mais qu'il a un minimum de base en anglais en fait, il a toutes ses chances. Il a toutes ses chances. Et donc, ça me permet en fait de rentrer concrètement sur comment préparer en fait voilà, son concours ou bien préparer en fait l'admission en fait dans ces différentes universités là. Voilà, comment ça se passe en fait si on veut rentrer à Oxford donc ces universités, c'est assez typique, mais quand tu ne viens pas d'un pays qui est anglophone et que tu n'as pas fait tes études en anglais, il y a quelques petits tests qui sont rajoutés, mais finalement, basiquement, tu vas avoir une lettre de motivation à écrire, des lettres de recommandation, de souvent, du coup, comme tu es en général, tu postules, tu as 18 ans, ils te demandent pas des lettres de recommandation professionnelles, mais ils te demandent des lettres de recommandation de tes profs et ils te demandent à ce qu'un de tes profs soit ton prof référent. D'accord. Qui va être la personne qui va t'écrire un mot pour dire, en fait en général c'est les éloges sur l'élève, en anglais évidemment, et ensuite de ça qui va mettre ce qu'on appelle les predictive grades, c'est-à-dire les notes que ce professeur prédit que tu vas avoir dans ton baccalauréat ou peu importe quel diplôme de fin d'études que tu auras à tes 18 ans. Et donc du coup ça c'est la première partie. Tu vas ensuite envoyer tes bulletins qui sont en français, ils s'en fichent, ils veulent juste des notes, et ta lettre de motivation qui doit être en anglais. Et après se rajoute à ça un test qui peut être le TOEFL, l'IELTS ou le TOEIC. Le TOEIC, ok. Qui sont des tests d'anglais où, et là c'est clairement cité sur n'importe quelle université, ils te demandent un score minimal. Voilà. Et
pour le TOEIC ou le TOEFL, tu connais à peu près le score minimal qu'il faut avoir? Je sais pour l'IELTS, Ok. je sais que c'est 6,5 D'accord. sur 9 du coup. Sachant que l'IELTS, dans ces trois épreuves-là, tu as une épreuve écrite, orale, de compréhension orale Ah ouais. et de compréhension écrite. Donc, tu en Mhm. as 4. Et après, c'est la moyenne. Voilà. Il n'y a pas de note éliminatoire dans le sens où si tu as eu 5 à l'écrit mais que tu as 9 à l'oral, en fait, c'est de la moyenne pondérée de ces 4 matières, de ces 4 choses-là qui comptent comme étant le minimum requis. Évidemment, on te recommande de dire que tu essayes d'avoir un peu quelque chose de balancé, de ne pas avoir un 3 et un 9. Évidemment, on te demande ça. Mais sinon, il n'y a pas de note éliminatoire. C'est vrai que par contre, il y a un minimum qui est demandé en moyenne. Et après, pour le TOEIC et les TOEFL, franchement, je ne sais pas trop, mais je sais que la plupart des gens qui étaient autour de moi pour le TOEFL étaient aux alentours entre 650 et 700 Sur combien? sur 800. Sur 800. Ah Ouais. ouais, car. Donc, C'est quand même, non, c'est pas mal du tout. Franchement, Ouais. c'est pas mal du tout. Ça demande énormément Enfin, en fait, ça demande à travailler la chose. Mais encore une fois, la plupart des gens qui sont arrivés, moi, de mon lycée, ils parlaient pas bien anglais en arrivant. Mais ils s'étaient donnés pour l'examen. Et après, dans chaque pays, et ça, je le sais, dans chaque pays, parce que j'ai rencontré des gens, t'as des organismes qui sont là pour vraiment t'orienter et te donner le plus de chances possible de réussir ces examens-là, pour éviter que ce soit un frein. Mais du coup, ces organismes font des cours de préparation au Ouais. concours Ouais. Et du coup, tu as également pu Oui. faire ces cours de préparation et tout. Alors, moi, j'en ai pas eu du coup, mais parce que mon père était là et que il Maîtriser un peu. il avait de quoi m'aider. Mais t'as deux pour l'Angleterre, t'as 2 choses qui sont extrêmement importantes, c'est ta lettre de motivation Ok. et du coup ton niveau d'anglais. Les lettres de recommandation et tout ça, c'est quelque chose qui est important aussi, qui est pris en compte, mais c'est pas ce sur quoi se base en fait ton admission ou pas. C'est vraiment plus ta lettre de motivation où ils essayent de voir qui tu es et dans ces cas-là aussi ton niveau d'anglais. D'accord. Et après ton résultat au test aussi. Et étant la partie un peu plus... le challenge, c'est vraiment cette lettre de motivation et ce test d'anglais où tu sais que tu as ce minimum. Le but, c'est d'aller le plus possible au-dessus, mais au moins d'atteindre ce minimum. Et donc, évidemment, tu as des livres qui sont là pour t'aider. Puis, tu as des organismes dans tous les pays. Donc, moi, c'était au Maroc. J'avais des amis qui prenaient des cours et qui se faisaient passer des entretiens euro blanc pour l'IELTS, pour le TOEFL, pour le TOEIC, qui se faisaient des écoutes... Enfin, c'était vraiment quelque chose qui t'entraînait à fond et qui les réussissait. Et puis il faut savoir un truc, c'est que moi je n'ai pas réussi du premier coup, mon IELTS. Ah, ok. Non. Tu as fait combien de tentatives? 2. Ouais. 2. Mais tu t'es pas découragée? Non, et j'étais à 2 doigts d'en faire une 3e parce que la 2e, j'étais à 6,5. Voilà. Mais j'ai l'impression que l'IELTS dont tu parles, Ouais. en fait, elle est plus compliquée en fait que le TOEIC parce que... C'est plus... Je pense que l'IELTS et le TOEFL sont un peu équivalents quand même, mais le TOEIC est plus facile, ouais. Mais l'IELTS et le TOEFL c'est à peu près la même chose. Mais pourquoi ne pas avoir peut-être choisi de faire plutôt le TOEIC Parce qu'au Maroc, ils me proposaient pas... Ah ouais, d'accord. Ouais, non. Alors après, ça, c'est aussi un autre truc à prendre en compte, c'est qu'est-ce qui est disponible autour de vous. C'est une des raisons pour laquelle il y a autant de tests, à mon avis, qui sont proposés de faire. C'est parce qu'en fait, je pense qu'en fonction de où tu es, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, les tests sont pas... t'as pas accès aux tests à tous, partout. D'accord. Moi, en tout cas, à Casa, le centre d'examen que j'avais, il avait que l'IELTS. Donc, en fait, c'était tu fais l'IELTS ou tu ne fais rien du tout. Donc, on a fait l'IELTS. Ok, finalement tu as pu l'obtenir. Voilà, mais évidemment, super. et moi je parlais anglais, mon papa parlait anglais, mais je parlais pas bien anglais. Ouais. Donc en fait, il a fallu que je travaille. Alors, je vais pas dire que ça a été de tout repos dans le terme de travail, c'est que vraiment c'était une matière ajoutée en plus de ce que j'avais au lycée. Mais une fois que tu dis que tu travailles comme si c'était une matière, comme si c'était tes maths, ta physique, ton français, franchement, ça se fait. Et puis, si j'ai une recommandation à faire, c'est ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de se dire en terminale, je vais postuler. Et là, te dire, ah, c'est compliqué. Plutôt s'y prendre... De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Donc, si c'est une option,
Avoir cet examen, c'est toujours extrêmement... Enfin, c'est un bénéfice, tu peux très bien l'utiliser. Mais en plus de ça, commencer à le bosser le plus tôt possible, genre en première, pour te dire qu'en terminale, t'es complètement calé, avoir le temps d'écouter des séries Netflix, de lire. Franchement, c'est bête à dire, hein, mais vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé, quoi. Je lisais et je regardais des films en anglais avec les sous-titres en anglais. Et en fait, être familiarisé avec les accents, le ton, et tout ça, ça m'a vachement aidé aussi. En plus du fait que mon père était là pour me donner des cours, mais vraiment archi. Et après, la deuxième partie qui est extrêmement importante, c'est la lettre de motivation. Et ça, effectivement, tu as des organismes qui sont là pour vraiment t'aider à faire une lettre de motivation, parce que tu sois dans le système français ou dans n'importe quel système, le système anglophone, et là du coup je vais regrouper aussi bien les États-Unis que l'Angleterre, fonctionne de la même manière. Une lettre de motivation, ils aiment bien dire have a life. Ok. C'est-à-dire, en fait, tu dois vraiment montrer qui t'es toi en tant que personne vivante, et non pas en tant que robot qui a fait telle étude, tel DU, tel petit job sur le côté. En fait, on s'en fiche. Ou alors, si t'as fait ça, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que personne? Qui est-ce que t'as rencontré? Qui tu es? Quelles sont tes qualités? Mais il ne faut pas non plus se mettre sur un piédestal en mode moi je suis la plus forte. Ouais. Et c'est là où il y a la difficulté. Et puis il faut être concis. Trouver le juste équilibre, en fait. C'est une page. Tu dois montrer ton côté académique, ton côté perso, montrer qui tu es aussi, tes valeurs, tes principes, ce que t'aimes. Mais il faut pas que tu montres que t'es la reine d'Angleterre, quoi. Parce que tu ne l'es pas et tu ne le seras pas. Et donc du coup, c'est la difficulté, c'est qu'il faut être concis, il faut se vendre, mais pas se survendre. Sans trop se vendre. Ouais, mais pas se survendre. Ouais. Et du coup, est-ce que tu notes une différence en fait entre les lettres de motivation pour les universités peut-être françaises par rapport aux lettres de motivation pour les universités anglaises ou américaines? Ouais. Moi, au début, j'avais fait la lettre classique. Je m'appelle, je fais ça dans ma vie. Actuellement, je suis en train de faire ce bac S. J'étudie ça. Pourquoi la physique? J'ai pris spé physique parce que je trouvais que c'était le truc qui m'allait mieux. Puis j'avais des meilleures notes dedans. Qu'est-ce que j'aime à côté? Moi, voilà, j'aimais la danse, donc j'ai dit j'aimais ça. Mais j'avais pas développé du tout cette partie-là, quoi. Alors qu'en Angleterre, c'est plus un style de... moi, je m'appelle Marie, je suis née en France, j'ai déménagé au Maroc. J'ai eu une expérience au Maroc que je trouve différente des autres parce que ça m'a permis d'être en contact avec différentes cultures. Accessoirement, je passe mon bac au Maroc, là, actuellement, je fais mes études. J'ai pris une spé physique parce que j'adore ça et à côté de ça... je fais telle chose. Donc moi c'était de l'équitation, de la danse. Et ce que j'aime, c'est ce côté où je me dis que en fait j'arrive à avoir une sorte d'équilibre entre ma vie pro et ma vie académique et ma vie perso. Et en fait c'est exactement ça ce qu'ils attendent, c'est que tu commences sur qui tu es, où t'es né, qu'est-ce qui te rend un peu différente. Moi c'était mon expérience de vie. Qu'est-ce que tu fais actuellement académiquement ou professionnellement, et qu'est-ce que tu fais en dehors de ça, et pourquoi tu fais ces trois choses, en quoi elles se rejoignent et elles te permettent d'être dans un équilibre total. Alors qu'en France, mais même là quand j'ai postulé pour mes écoles en France, j'ai vraiment mis vraiment le point sur j'ai fait telle étude, telle étude, j'ai fait tel stage, j'ai appris ça, j'ai telle compétence. Ok. Les Anglais, les Américains, les compétences, ils te diront je les verrai. C'est ça. Donc, en fait, lorsque tu as pris les deux exemples, en fait, on peut constater en fait le shift entre les deux types de lettres, en fait, parce que les lettres, en fait, pour les écoles américaines, on voit en fait que tu parles un peu plus de ta vie. Ouais. Au final, tu ne rentres pas forcément même dans les détails au niveau scolaire et académique, mais c'est plus en fait ce que tu fais autour. Ouais. Enfin, le fait d'avoir une vie, des activités. Et franchement, tu te fais plaisir à les écrire. Et puis, même limite, ça t'aide aussi à te dire. En fait, c'est pas... j'aime bien ma vie, quoi. Moi, je me disais, j'aime bien ma vie en écrivant ma lettre. Alors, quand t'écris ta lettre pour la France, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu déprimant parce qu'en fait, c'est hyper scolaire, c'est hyper... et ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut juste dire que c'est totalement différent et que du coup, un Anglais ou un Américain va chercher de la vie dans ce que tu as écrit et un Français va chercher de la compétence. La compétence. Et souvent, en fait, lorsque tu es très jeune, peut-être 18 ans, ces compétences-là, tu ne les as pas encore forcément acquises. Voilà, en fait. C'est ça. Et c'est ce qui rend en fait l'exercice difficile. C'est ça, c'est parce extrêmement dur. Parce que tu dois essayer de trouver en fait quoi mettre. Pourtant, en fait, niveau professionnel, qu'est-ce qui technique, te différencie? Finalement, je suis allée au lycée comme tout le monde. C'est ça, j'ai pas... c'est évidemment, c'est très compliqué. Mais en fait, on est tous différents. Et du coup, ceux qui sont pris sont ceux qui sont capables de vraiment... si t'es pas différent des autres, exprime-le, mais exprime pourquoi tu veux être différent.
Mais est-ce que le prof en fait référent que tu choisis impacte également tes chances en fait Non, il n'impacte pas. Donc moi j'étais en S, donc scientifique. Mon prof référent c'était ma prof de philo. Ah. Il n'y a pas forcément un grand rapport avec... Il y a zéro rapport. Et je postulais pour un master en économie. Enfin, donc il y a vraiment zéro rapport là-dedans. J'ai juste choisi la prof où je savais que je l'aimais bien, qu'elle m'aimait bien. Okay. Et que quand j'allais lui demander d'écrire mes notes et aussi ma lettre, c'était celle qui allait potentiellement être la plus sympa. Et aussi celle qui allait mettre les meilleures notes. Ah, super. Et bien évidemment, il faut être stratégique. Il ne faut pas aller choisir ton prof de maths qui te met 2 depuis le début de l'année. Il faut aller choisir ton prof qui tu sais, et le prof où tu vas le voir en lui disant mais madame j'ai 2, mais je vous promets c'est parce que c'est le prof, vous le connaissez, il est super sévère. C'est ça. Évidemment, faut être un peu maline. Faut être un peu maline ou malin, hein. Faut être un peu filou. Puis il faut pas hésiter à expliquer à ton prof, et ça franchement c'est un truc que j'ai remarqué. Les profs sont pas là pour vous saquer. Quand tu fais une demande, le prof est pas là. Enfin, écrire une lettre de recommandation, il va jamais donner un truc négatif sur toi. Évidemment, enfin, s'il fait ça, c'est que t'as mal choisi ton prof. C'est clair. Okay. Mais évidemment, faut choisir un où tu sais qu'il va mettre une super lettre, et aussi où tu sais que si tu vas le voir en lui disant madame, je sais que j'ai 14 de moyenne en maths, mais si vous mettez que j'aurai 14 au bac, ils vont jamais me prendre. Est-ce que vous pouvez mettre 17 ? Faut être sûr que tu prends la prof qui va te dire bon, ça augmente vos chances, let's go. En fait, je pense qu'on a brossé un peu ce qu'il faut de base, mais j'aurais une question aussi à te poser. Lorsque tu postulais en fait dans ces différentes universités là, est-ce que tu savais exactement en fait ce que tu voulais faire, le domaine en fait dans lequel tu voulais exercer, ou comment ça se passe en fait? Alors non, voilà. Okay. J'allais essayer de non. Je ne savais pas du tout. Donc moi j'ai postulé donc dans UCL, dans un département qui s'appelle Arts et Sciences, qui est un département où en fait c'est un peu comme le modèle américain, parce que en France tu choisis dès le départ. Voilà, tu veux faire un master de gestion, une licence de gestion, tu vas en gestion, tu veux faire telle licence, tu fais telle licence. Aux États-Unis, tu as des majeurs et des mineurs. Et en fait, tu choisis, au début, ma majeure, ce sera économie, et ma mineure, ce sera philo, par exemple. Et moi, je suis arrivée à UCL, qui est à Londres, c'est un peu plus aussi pareil. C'est entre la France et les États-Unis. T'as un programme, mais tu fais un peu ton menu, mais t'as quand même des cours obligatoires, mais du coup, ça te permet quand même d'explorer quelques domaines. Et moi, j'ai choisi le programme où c'était vraiment un majeur et une mineure. Et en majeur, j'avais économie, en mineure, j'avais physique-chimie. Donc vraiment, c'est 2 choses où je sais qu'en France, j'aurais jamais pu faire ça, mais j'aimais la physique-chimie et j'étais intéressée par les sciences économiques et sociales. Donc en fait, je voulais pas à 18 ans, je voulais pas choisir. Je voulais pas choisir, et j'avais pas envie d'aller aux États-Unis à ce moment-là parce que c'était trop loin de chez mes parents. Et du coup, je me suis dit, je vais choisir en Angleterre, l'école qui me permet de faire ça. Et c'est pour ça que j'ai été prise dans de nombreuses écoles en Angleterre, mais c'est celle-ci que j'ai choisie. C'est parce qu'elle te permettait. Et c'est vrai que tous les programmes anglais ont cette possibilité de te dire que tu as un tronc commun de choses obligatoires à faire. Mais qu'à côté de ça, tu peux avoir des mineurs qui te permettent de faire beaucoup de choses. Même si c'est moins varié que ce que tu peux avoir aux États-Unis. Moi, aux États-Unis, ma majeure, c'était de l'économie et ma mineure, c'était la danse. Voilà. Wow. Donc c'est vrai que ça encore une fois, les États-Unis jouent beaucoup plus sur ce côté épanouissement personnel, parce que la danse en France n'est pas une matière. Sauf si tu es dans une école de danse. Mais voilà, Berkeley, quand j'étais à Berkeley, ma danse c'était ma mineure. Donc j'avais des cours de afro, de hip-hop, de breakdance qui étaient notés. Ah oui. C'était noté et ça fait partie de mon GPA. Et merci. Tu vois. Alors c'est vraiment sympa d'avoir à danser pour valider cette matière. C'est ça. Et puis au final, après ça, tu vas postuler aux États-Unis en disant j'ai fait majeure économie, machin, j'aimerais bien être agente danseuse ou travailler à l'Opéra de Paris. T'arrives en disant que t'as été à Berkeley, t'as fait des... En fait, le simple fait que tu as une connaissance de ce que c'est que la danse, c'est aussi ça qu'une personne va te dire, c'est qu'en fait, au moins... Comment veux-tu être manager de qui que ce soit, d'un artiste, si tu sais pas vraiment ce que c'est que tu veux manager des danseurs? Super, mais tu sais pas ce que c'est qu'être danseur. D'accord. Viens expérimenter le mouvement. Donc c'est comme ça que le modèle américain et anglais marche. Expérimente la chose de manière pro, perso, académique. Et puis comme ça, après, vu que tu sais ce que c'est,
bah, tu peux mieux te mettre à la place de la personne que tu manages ou de peu importe. Donc c'est vrai que, voilà, au début, je savais pas du tout. Je savais que j'étais passionnée de danse, j'adorais la physique-chimie, j'adorais l'économie. Et au final, j'ai testé mes matières. J'ai adoré étudier la chimie, mais quand on m'a expliqué que la recherche, ça m'était aidé, j'ai dit « Ah, c'est mort, je fais pas de recherche, je fais pas de sciences. » Enfin, en fait, ça m'a saoulée. Donc, j'ai eu cette possibilité de partir. Et en fait, il n'y avait aucune conséquence à abandonner une matière. Ah, donc ce qui est intéressant, c'est que même si tu as pris des matières au départ, à tout moment dans ton parcours, tu peux les changer Évidemment. et abandonner. En Angleterre, ça se fait énormément. Et aux États-Unis aussi, tu changes de majeur et de mineur, premièrement. Donc, si à un moment, tu n'aimes plus la physique, tu peux aller en éco. Très bien. Juste, tu auras des cours de rattrapage à prendre. Okay. Donc, ça, c'est ton travail perso. En Angleterre, moi, j'ai une amie qui a commencé par faire politique et langue et qui a fini en département économique et social. Wow. Donc, en fait, elle a été admise en politique et langue. Donc très bien, et puis à un moment elle a dit en fait ça me plaît pas, est-ce que je peux transférer? Et en fonction de ta demande, des motifs derrière ta demande et tout ça, là c'est pas du tout une nouvelle, tu fais pas du tout une nouvelle inscription ou une nouvelle demande, ou non pas du tout, mais là du coup tu vas formellement voir ton département et tu leur expliques en personne, et puis s'ils jugent que ton motif est bon, ils voient ce qu'ils peuvent faire directement parce que tu es déjà élève de l'école, donc finalement c'est juste un transfert, tu n'as rien à reposter d'autre que demander. Wow. Et même au niveau en fait je sais pas, du nombre d'années, je sais pas si c'est ce système là en fait, de se dire ok je suis en niveau 1, par exemple je suis en niveau 1 politique et tout, et je devais peut-être passer en niveau 2, mais j'ai envie de me réorienter. Est-ce qu'on va me remettre au niveau 1 de l'autre filière que je veux faire? Alors ça dépendra vraiment de ta passerelle. C'est-à-dire que, par exemple, moi, une autre copine est passée du département des sciences, donc elle a fait physique, et en fait, elle est partie en éco. Ils l'ont fait passer en niveau 2. Parce qu'en fait, elle avait, en économie, bon, il y a des maths, il y a beaucoup de matières, mais du coup, elle avait cette connaissance scientifique et mathématique qui faisait que lui faire repasser certaines matières, la refaire passer en niveau 1, c'était lui faire perdre 1 an. Parce que, elle avait limite plus de compétences en maths que les personnes qui étaient dans le département d'économie. Mais comment est-ce qu'on les identifie, en fait, ces compétences-là? Est-ce qu'il y a des tests lorsque tu veux faire la passerelle? Non, quand t'es dans l'école en elle-même, non. Il n'y a pas de test. C'est eux qui vraiment se disent, allez, elle vient de physique-chimie, elle a fait ça. Au cas par cas, en fait. Non, ouais, c'est au cas par cas. Par contre, si tu étudiais les langues, genre tu faisais français, anglais, espagnol, et c'était tes matières principales et que tu vas aller en éco, évidemment, tu vas partir en première année. Ah, d'accord. C'est sûr, parce que tu n'as pas fait de maths, tu n'as pas forcément de connaissances sociales, économiques et sociales. Donc là c'est clair qu'il n'y a pas de possibilité. En fait, il n'y a pas une sorte de jonction entre les matières que tu étudiais avant et les nouvelles matières que tu vas étudier, en fait. C'est ça, à mon avis, le cas par cas qui est vraiment extrêmement important et qu'ils font, c'est qu'ils regardent un peu, en fait, il y a des choses en commun, il y a des connaissances communes, ou alors, basées sur le fait qu'elle a étudié ça sera facile pour elle de le comprendre, donc en fait, on va pas lui faire une année, on va lui donner 5 heures de cours à faire en ligne, et elle va passer ces 5 heures, et puis après, elle pourra passer en deuxième année, et puis si ça sera un peu plus difficile en deuxième année pour elle qu'une personne qui a fait sa première année, elle était très motivée, donc on le fait. Donc je pense que c'est vraiment fait par rapport à la sorte de similarité des connaissances et des cours que tu as eus dans ta première année. Mais évidemment, si ta majeure c'est danse et que tu veux partir en éco, ça sera plus compliqué. Ça sera plus compliqué. Mais c'est totalement faisable. Et une fois que tu es... Alors, être admis à l'école, c'est un challenge. Une fois que tu es admis dans l'école, tout est négociable, tout est échangeable. Il faut le savoir. Et tu as des opportunités énormes comme ce que j'ai pu avoir où en fait quand tu es dans l'école, tout est modifiable, tout est changeable dans l'école. Mais aussi tu as accès à des partenaires de fou. Et donc du coup tu peux aussi te dire que tout peut être ajouté aussi. Tu as beaucoup de choses que tu peux faire, des stages, des échanges avec des écoles, des doubles diplômes. Donc en fait, une fois que tu es dedans... Le plus dur c'est d'être dedans. Le plus dur c'est d'être dedans. Franchement. Après, une fois que tu y es... C'est un vaste écosystème en fait où tu peux tout faire. Mais quitte à exagérer la connaissance que tu as de ce que tu veux faire plus tard, on s'en fout. Garantis-toi que tu rentres.